De retour sur le plateau de votre quotidienne et KNF, c'est tous les jours midi 18h 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes sur Facebook. Et à 13h, déjà en replayé, oui, ça va vite, sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, dans le présent, dans le futur et aussi dans le passé. On va vous parler d'anticolonialisme, bien entendu, et des mouvements sociaux. Encore une fois, même s'il n'y en a pas actuellement, nous ne sommes jamais à l'abri. Comment ça se fait? Est-ce que ça va se faire? Pour en parler, je reçois mon chroniqueur qui n'est plus ici en Guadeloupe pour apprendre de ses nouvelles. Mais en tout cas, il est sur le plateau de KNF, Docteur Lavenaire. Qu'à-nous fait? Nous là. How you doing, man? Merci. Seems right now you're living in London. Yeah. Oh, bro. I'm doing well, yeah. Ça va. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce qu'on peut prendre de tes nouvelles? Tu es parti à Londres dans un cadre professionnel ou juste pour le plaisir? Non, pas pour le plaisir. C'est vrai que depuis... Je n'ai pas de plaisir dans ma vie. Je fais que bosser. Non, malade. Non. Depuis le mois de juin, c'est vrai. Ouais. Je suis chercheur à la London School, School of Economics and Political Science. Chargé de recherche sur les inégalités raciales et spécifiquement dans un programme spécifique qu'on appelle l'EFSI programme. Ouais. Et en fait, je rencontre plein d'acteurs du monde qui s'investissent dans les luttes contre les inégalités sociales, le changement social. Ouais. Et en fait, nous, on leur apporte un savoir académique et scientifique pour renforcer leur engagement, les suivre dans un projet. Et voilà, ça touche à plein de choses. Et ouais, je rencontre des gens de partout, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens de la Guadeloupe là-bas? Sur London même ou non, à la dans ton secteur, voilà. Non, pour être honnête. Tu es le seul pratiquement? La Martinique peut-être? La Guyane? Nous sommes à un, moi et moi. Non, même pas. Pour être honnête, même pas. Donc je représente les Antilles françaises, je représente le pays. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Et justement, parce que là, encore une fois, ça t'ouvre le champ des perspectives. Est-ce que tu as appris plus de choses, et surtout sur ce dont on va parler, l'anticolonialisme, et surtout sur les mouvements sociaux? Est-ce que tu as eu des déclics, tu dis, mais c'est normal en fait, ça coule de source? Quelle est ta vision aujourd'hui de tout ça? Alors c'est vrai que quand tu es tu sais, la London School, elle est classée 3e université au monde en sciences sociales. D'accord. Donc là, tu es dans un environnement où tu baignes avec des gens de partout, il y a des événements scientifiques tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que chaque jour, tu apprends quelque chose. Et même dans le programme dans lequel je suis inscrit, quand je vois la démarche dans laquelle ceux qui intègrent le programme, dans laquelle ils s'inscrivent, tu apprends des choses par rapport à la vision justement des inégalités dans le monde, différentes connexions. Et même si moi je suis spécialiste des sociétés post-esclavagistes, justement, tu vois toutes les connexions qu'il y a entre nos particularités et la question du pouvoir économique dans le monde. Et voilà, tout tourne souvent autour de la même chose. Hein. Qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a les leviers de décision. Et pourquoi au niveau des acteurs de politique publique, il n'y a pas de dynamique de changement qui sont mises en place? Parce que ça tourne autour du pouvoir, de la concentration des capitaux, de qui peut mettre les choses en place. Et à côté de ça, ben justement, il y a des mouvements sociaux, il y a des luttes sociales qui sont là pour contrebalancer un petit peu les choses. Et on étudie tout ça et effectivement, mes perspectives sont de plus en plus larges puisque tu vois tout ce que tu peux déjà apporter en tant que spécialiste de cette question-là dans un endroit comme ça. Et aussi comment tout ce que tu fais, il y a tout ce que ça fait dans le monde et c'était mon objectif, effectivement, internationaliser mon expertise, ma pensée et puis contribuer comme on peut. Alors justement, les mouvements sociaux, est-ce que finalement les nôtres sont totalement, je dirais, différents des autres? Ben justement, effectivement, ils s'intègrent dans des dynamiques assez globales et le mouvement sociopolitique des Antilles françaises des années 1950 qu'on va avoir aujourd'hui, ben c'est vrai qu'ils s'intègrent dans cette dynamique déjà de décolonisation. Donc comme je dis souvent, bon, c'est une décolonisation plus particulière, un peu entre guillemets à la française, parce qu'elle est issue de toute cette culture politique de l'assimilation qui naît dans le contexte français avec l'abolition de l'esclavage en 1848, qui donne la citoyenneté française aux nouveaux libres, mais une citoyenneté un peu coloniale. Donc limitée, avec des discriminations, avec l'application d'une législation coloniale. Et l'enjeu au tournant de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc un phénomène mondial, global, qui va un peu déclencher le mouvement de décolonisation, non pas comme quelque chose de nouveau, mais va accélérer des dynamiques qui étaient présentes dans la Caraïbe anglophone, comme dans les colonies françaises depuis les années 1920-1930.
ce choc mondial va accélérer un petit peu la volonté de remettre les choses en question. Et le mouvement sociopolitique des années 50, il s'inscrit dans cette dynamique-là, où on va vouloir renverser des inégalités sociales et raciales qui naissent de la matrice esclavagiste, qui ont été maintenues après l'abolition, même dans les dynamiques de changement, puisque on passe de l'esclavage au salariat, mais c'est un salariat qui enferme la classe ouvrière dans une situation de dépendance économique. Qui dit économique, dit social aussi, avec peut-être un niveau de dépendance un peu plus accru en Martinique, avec la présence des béquilles, un paternalisme qui va être, comment dire ça, qui va se maintenir de manière un petit peu plus visible. Comme je le montre dans mes études, enfin comme je le vois, un des points importants, en 1960, donc c'est pas si loin que ça non plus de nous, on a beaucoup d'habitations qui sont encore gérées sous le modèle, on va dire, des habitations familiales, avec une gestion familiale, un management assez familial, justement hérité de ce 18e siècle et de cette période esclavagiste. Donc on a une certaine continuité et tout un environnement qui fait que la participation dans l'action de grève pour les ouvriers agricoles, elle n'est pas aisée. Elle n'est pas facile. Donc, beaucoup des enjeux du mouvement sociopolitique des années 50 vont se tourner, se situer un petit peu sur cette problématique. Comment amener, dans un contexte comme ça, avec en plus la répression policière, avec la présence policière sur chaque centre de production, dès qu'il y a des grèves et tout, comment dans ce contexte-là, les cadres syndicaux qui, eux, à présent, sont dans une nouvelle dynamique, celle de l'après-guerre, celle du début de la départementalisation, veulent créer ce qu'ils appellent cette grande grève générale qui va obliger, ça c'est leur objectif, obliger les gouvernements en place à appliquer la citoyenneté française pour ces citoyens maintenant de nouveaux départements français de manière pleine et intégrale. Mais tu l'as dit très bien, ils étaient cadenassés, limite, parce qu'il y avait les forces de police, mais il n'y avait pas que ça. Parce que forcément, il n'y avait pas la peur physique, mais je pense qu'il y avait peut-être la peur administrative. Il y a ça aussi. C'est donc, tout un système. Comment s'afficher? C'est-à-dire qu'il fallait quand même avoir une sacrée dose de courage, parce qu'on voit déjà que dans les années 2000, 2022, c'est compliqué. Imaginez dans les années 50, et quand il y avait l'esclavage il n'y a pas longtemps, et tout ça et compagnie, la guerre qui passait. Donc en gros, être noir, c'était pas très fashion, enfin c'était fashion, mais bon, on n'était pas très entendus. On pouvait te faire taire très rapidement, mine de. Et comment ils se faisaient entendre? Alors, il fallait vraiment qu'il y ait un effet de groupe de fou. Donc tous les soirs, il fallait genre motiver toute la population. Venez manifester. Alors c'est sûrement intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, la question de l'adhésion, à ce moment-là, elle est particulière. Il n'y a pas les réseaux sociaux, on n'est pas dans la période actuelle. Il fallait limite faire comme pour les élections. Chaque soir, vous allez dans un quartier. Ben, c'était ça. Tu as tout à fait raison. En fait, alors, on a, après la guerre, la première force sociopolitique, elle est composée de ce que j'appelle les militants communistes de la CGT. C'est-à-dire qu'un des piliers aussi de ce mouvement et de ce changement, c'est que le contexte de l'après-guerre a permis de voter ce qu'on appelle la loi d'assimilation du 19 mars 1946, qui est tout simplement à l'origine de ce qui fera aujourd'hui de nous des départements. Département français. Donc on passe d'un régime colonial en tant que colonie à un statut de département français. Le problème, c'est que l'application de cette loi est laissée au gouvernement de la 4e République qui maintiennent dans leur conception des choses une culture politique coloniale et n'entendent pas appliquer immédiatement les lois sociales métropolitaines dans ces nouveaux départements qu'ils conçoivent justement à partir de 1947 comme des départements d'outre-mer. Comme je dis souvent, ce n'est pas anecdotique, puisque c'est toute une conception qui va derrière cette invention administrative, selon laquelle ce sont des territoires qui restent différents, très éloignés, qui ont une situation économique et sociale différente, une démographie différente, population différente, et qui ne répondent pas des caractéristiques des départements métropolitains. Donc d'emblée, le gouvernement choisit de partir sur une application très progressive des lois, avec une certaine fermeture à ce qui est attendu maintenant sur place par ces militants communistes de la CGT et aussi les organisations féminines telles que celles qui sont créées par notamment
Charlotte Montpierre en Guadeloupe, GRT Archimède, qui sont des relais en fait à la mobilisation et qui vont soutenir finalement le mouvement communiste comme la CGT. Donc il y a toute une nébuleuse d'acteurs investis dans l'idée de changer les choses à ce moment-là et se retrouvent confrontés à un État, donc un pouvoir central à des milliers de kilomètres, qui lui dit d'emblée, non, cette sécurité sociale-là, on ne va pas appliquer ça tout de suite parce que derrière ça, il y a aussi des rapports aux fonctionnaires qui se basent sur des stéréotypes racistes et qui argumentent sur l'idée qu'il ne faut pas appliquer. Il ne faut pas donner cet avantage social tout de suite aux travailleurs agricoles antillais parce que bon, ils sont paresseux de nature. Enfin, il y a tout un tas de stéréotypes coloniaux qui sont toujours en place. Et en gros, le mouvement, ce sera ça. Comment imposer cette voix d'en bas et les attentes sociales. Et par rapport à ce que tu as dit, justement, l'enjeu de mobiliser les ouvriers agricoles qui correspondent à la plus grande force de la population active, on va dire la plus grande force de travail sur le territoire, dans un contexte où tout est cadenassé. Ce sera le premier challenge en fait, des militants de la CGT. Et c'est pour ça que dans le mouvement sociopolitique, une des dynamiques clés, c'est la connexion qu'ils vont rechercher très tôt avec les fonctionnaires. Parce que ce qui se passe d'un autre côté, c'est que avec l'application de l'assimilation, processus de départementalisation, on va accorder un certain nombre d'avantages aux fonctionnaires venant de la métropole lorsqu'ils arrivent dans les Antilles françaises et aussi en Guyane et en Réunion, dans ce qu'on appelle, comme j'ai dit, les départements d'outre-mer. Sauf que entre 1948 et 1950, par exemple, un fonctionnaire métropolitain, selon sa situation, peut toucher avec un régime d'indemnité spécifique jusqu'à 75% de rémunération en plus que celui qui est local et qui exerce le même poste. Donc dans ce contexte-là, et comme je le dis, avec cette continuité d'inégalités socio-raciales qui sont là depuis bien longtemps, il y a une contestation qui va émerger parce que forcément les locaux ne peuvent pas admettre un régime d'une aussi grande différence, basé notamment sur la question de l'origine du fonctionnaire. Donc dans un premier temps, ils vont argumenter en faveur d'un régime commun pour tout le monde, donc les fonctionnaires antillais comme les fonctionnaires métropolitains, en demandant déjà une indemnité de vie chère de 25%, telle qu'elle était appliquée avant le statut départemental pour certains cadres coloniaux. Le problème, c'est que le gouvernement n'entend pas ça comme ça. Comme tu dis, ce sont des voix qui viennent d'en bas et c'est un problème qui n'est pas un grand problème en soi pour le gouvernement à s'éloigner. Et donc, il va falloir une première grève en 1950. Ce sera la première grande grève interdépartementale des fonctionnaires où ils vont taper du poing sur la table et finalement obtenir cette indemnité de cherté de vie de 25% pour tous les fonctionnaires, quelle que soit leur origine. Par contre, la loi qui va permettre ça ne va pas supprimer les avantages qu'avaient déjà les métropolitains. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans tout ce contexte de revendication, les fonctionnaires métropolitains de leur côté sont insatisfaits des avantages qu'ils ont en plus des autres. Donc, ça c'est pas mal ça. Du coup, il y a une célèbre affaire qu'on appelle l'affaire des 18 chefs de service qui se produit en 1951, mars 1951, où 18 chefs de service métropolitains adressent une énième requête au gouvernement dans laquelle ils font quand même ressortir un aspect un peu, ce qu'on appelle la distance raciale, la distance culturelle, c'est-à-dire en gros, en tant que métropolitain, et donc, entre guillemets, personne de la civilisation européenne, nous avons des besoins supérieurs aux locaux. Donc, on ne peut pas se contenter des avantages que vous nous donnez. Donc, encore une fois, on vous demande d'appuyer un petit peu encore sur le... Voilà. Appuyer. Oui, appuyer. Et du coup, malheureusement, la requête fuit. Elle se retrouve publiée dans la presse locale. Ça fait un tollé et ça pointe du doigt
ce décalage de perception et de vécu, là où les syndicats de fonctionnaires antillais, jusqu'à présent, comme je disais, voulaient plutôt rassembler. Ouais. Ce qui va vraiment mettre de l'huile sur le feu, c'est que la requête est suivie, donc c'est une requête de mars, elle est suivie en juin, le 8 juin 51, par un nouveau décret du gouvernement qui accorde de nouveaux avantages aux fonctionnaires métropolitains, cette fois en place à partir de 1950. D'accord. Là, ça va créer une véritable rupture du côté des fonctionnaires antillais qui vont, à ce moment-là, se rapprocher de l'appel qui avait déjà été lancé depuis 1950 par les militants communistes de la CGT autour d'un front commun, parce qu'à ce moment-là, ils vont effectivement ressentir ce qu'ils appellent une discrimination raciale, une discrimination raciale d'une part, et surtout causée, selon eux, comme les militants du secteur privé le pensent aussi, par un colonialisme d'État toujours présent et toujours, qui dirige toujours finalement la politique sociale appliquée par les différents gouvernements. Et là, les choses vont commencer à changer parce qu'on aura maintenant un front commun avec donc le secteur privé, tous les cadres militants communistes de la CGT, le secteur public avec les syndicats de fonctionnaires. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, la contestation des fonctionnaires en prenant du galon, en Martinique, il y a eu la création de ce qu'on appelle le cartel des fonctionnaires. Donc, c'est un organisme fédérateur qui a voulu justement fédérer tous les syndicats de fonctionnaires et qui va justement impulser la grève de 1950 en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et qui va vraiment se lancer à partir de 1951 dans une contestation du colonialisme et de ses répercussions dans la politique sociale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe après la grève de 1950? On a une première grève des ouvriers agricoles en 1951 en Martinique. On sent déjà que l'esprit contestataire commence à s'amplifier, mais la grève ne sera pas une grève encore totale. Donc, c'est comme tu as dit, en fonction justement du dynamisme des cadres syndicaux qui vont dans les campagnes, qui vont sur place et qui surtout utilisent comme arme discursive première à ce moment-là les journaux, la presse, c'est-à-dire comment diffuser ton message, comment faire passer légitimer le fait que tu revendiques contre une politique discriminatoire pour tel salaire, pour améliorer la situation des ouvriers agricoles. Il fallait faire passer le message, il fallait éduquer, sensibiliser les acteurs eux-mêmes. Et la presse n'est pas censurée à cette époque? Alors, comme ils éditent eux-mêmes leur journal, c'est à eux justement d'aller vers la population ouvrière et de distribuer le journal. Donc, ils pouvaient faire passer le message. Ils pouvaient faire passer le message. Alors, bien évidemment, il y a aussi la question de l'analphabétisme, de l'illettrisme, qui fait que tout le monde n'a pas non plus le même degré de réceptivité de l'argument écrit. Mais c'est un package qui fait que justement c'est accompagné de réunions, de meetings syndicaux où on essaie de faire comprendre aux ouvriers qu'ils ont le droit de se mobiliser, qu'ils sont dans une situation administrative qui, avec la loi de 1946, en tant que département, fait qu'ils ont droit à une certaine législation sociale, quel que soit ce qu'on pourrait penser de la loi, de son fondement politique. Et donc il faut se battre pour ça. Donc progressivement, on voit quand même que les choses évoluent. En parallèle, la répression policière reste de facture. Donc, 1951, on voit encore qu'il y a de la répression policière en Martinique. Il y a une petite anecdote dans le journal Justice, justement, où ils retranscrivent une petite altercation entre un ouvrier qui a été grévé et qui a dit à son géreur en pongeant par rapport et job là ça pour prix là ça. Dans le journal Justice, ils ont dit que c'est 1300 francs la coupe. Donc, c'est ça ou rien. Et 2 jours après, il se fait interpeller dans la rue par 2 gendarmes à moto et qui essaient un peu de le bousculer, de dire bon, je vais te casser la gueule et tout, machin, nanana. Bref. Et donc voilà, il y a des petites anecdotes un peu, comment dire ça, concrètes et prégnantes comme ça, qui nous mettent dans le bain. Et tout ça pour dire que, bon, les choses prennent, mais on n'est pas encore à la grande grève générale, mais en 1951, il y aura quand même, grâce à la mobilisation,
une amélioration salariale quand même. Et puis, en même temps, comme on a un contexte un peu bouillant, de plus en plus bouillant, avec les fonctionnaires qui se sont mêlés à l'histoire, on a le préfet aussi de la Martinique, Christian Legret, en 1951, qui, lorsque la campagne sucrière débute, demande d'emblée au ministre des Affaires sociales et du Travail d'appliquer le salaire minimum interprofessionnel garanti, donc c'est l'ancêtre du SMIC et du salaire minimum qu'on a aujourd'hui. Ouais. Il demande d'appliquer ça dans les Antilles françaises, sachant que ça vient d'être appliqué en France, mais que, comme je l'ai dit, la culture coloniale fait que en Pont-Jean, il n'y a pas tenu l'intention d'appliquer tout de suite. Donc lui, il est sur le terrain et il est confronté à ce contexte de pression sociale et il voit les choses qui se mettent en place. Donc il fait cette demande-là, mais de l'autre côté de l'Atlantique, avec beaucoup plus de distance, le ministre considère avec beaucoup de détachement sa requête et il finit par effectivement accorder l'application du salaire minimum dans les Antilles en mars 1951, mais il laisse de côté un point important que le préfet avait souligné, c'était de réduire la différence maintenant entre les salaires qu'il y a en région parisienne et en métropole et les salaires tels qu'ils sont appliqués dans ces fameux départements d'outre-mer depuis l'assimilation. Donc voilà, 1951. Donc c'est ça que montre le graphique exactement. Justement. On voit l'évolution c'est un salaire minimum qui va évoluer progressivement. Et on voit que l'augmentation dans les Antilles françaises va suivre un peu le salaire minimum des ouvriers agricoles en France. Ouais. Mais en fait, c'est comme si on assimile toute la population des départements d'outre-mer à une population professionnelle agricole. Ouais. Parce qu'il existe un autre salaire minimum en France qui est beaucoup plus intéressant et qui s'adresse aux professions diverses. Okay. Donc en fait, on va toujours coller le salaire minimum dans les Antilles françaises avec un niveau légèrement moindre au salaire minimum agricole en France. Et ce que les syndicats veulent, c'est déjà qu'on admette le principe que s'il y a une cherté de vie pour les fonctionnaires, c'est qu'il y a un coût de la vie qui est élevé et donc ça touche tout le monde, pas que les fonctionnaires mais aussi le secteur privé. Et donc ils veulent tout simplement les plus gros salaires, le plus haut niveau de salaire qu'il y a en France pour répondre à l'inflation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la montée des prix et améliorer vraiment la situation des ouvriers. Donc l'année d'après, 1952, parce que dans ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une association, une collaboration entre les militants en Guadeloupe, en Martinique, c'est un front commun. Ok. Donc, et comme on l'a dit, c'est difficile pour les ouvriers de se mobiliser avec les sanctions qu'ils peuvent avoir du côté des géreurs, des patrons, plus la présence policière qui, officiellement, qui est là pour assurer la liberté du travail. Donc, c'est difficile de se mobiliser d'une année à l'autre dans le même territoire. Ouais. Donc, en 1952, la Guadeloupe prend la relève. Après avoir fait déjà une grande grève en 1948, qui avait déjà montré que la population ouvrière guadeloupéenne était prête à se mobiliser et à suivre les mots d'ordre des cadres syndicaux. Donc là, on est quand même effectivement dans un autre terrain. En Guadeloupe, comme je l'ai dit, la pression socio-économique est un peu moins forte par rapport à la pression particulière des béquets en Martinique. Et la seule arme que finalement le gouvernement en place pourra utiliser contre les ouvriers guadeloupéens, ce sera celle de la répression. Parce que dès janvier 1952, on a une très forte émulation, on a la création de ce qu'on appelle un cartel intersyndical qui va aussi mêler toutes les formations politiques au-delà des communistes, les socialistes aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, c'est le préfet qui est en place, Gaston Villéger. Il fait remonter son inquiétude au ministère et il voit les choses s'envenimer. Ouais. Il y a de plus en plus d'affrontements entre la population et les gendarmes sur différents lieux de l'île. Et puis, finalement, on arrive à ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin, où le 14 février 1952, on a une centaine d'ouvriers en grévistes devant des barricades au Moule. Et on a les gendarmes qui arrivent sur place et un affrontement qui démarre assez rapidement, qui se solde malheureusement par 4 grévistes assassinés et puis pas mal de blessés, une bonne quinzaine de blessés graves. Et comme j'aime à dire surtout, c'est le bilan à court terme.
Mais le bilan à long terme, c'est que ça va vraiment casser la mobilisation et la dynamique de mobilisation guadeloupéenne. Ah ouais. Pendant le reste des années 1950, on n'aura pas de grands mouvements comme celui de 1948 ou de 1952, Exact. ce qui se comprend puisque vous savez où paye mort. Au cas où des petits plus l'argent pour payer survivre. Tu vas risquer ta vie. Tu sais? Donc, c'est un aspect psychologique très important. Et un peu le drame de tout ça, c'est que l'une des plus grosses, finalement, lorsque la Guadeloupe va retrouver sa force mobilisatrice dans un autre contexte, celui du début des années 60, avec aussi l'émergence du nationalisme. En 67, la grande grève de 67, grande grève ouvrière qui n'est pas liée à l'industrie sucrière, mais qui est une grève ouvrière, elle aussi, elle sera anéantie par la répression coloniale et les massacres des 26 et 27 mai. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a une histoire sociale qui est une histoire de la mobilisation qui était beaucoup cadenassé par cette question de la répression et c'est un aspect important, qui ressent en tout cas dans la question des mouvements sociaux en Guadeloupe. Donc 52, le mouvement est un petit peu tué par cette répression en Guadeloupe et on arrive ensuite à 1953 où cette fois ce sont les fonctionnaires qui prennent la relève. Okay. Donc du coup, 1953, les fonctionnaires antillais avaient demandé l'indemnité de vie chère en 1950 qu'ils ont eu, mais comme je l'avais dit, sans la suppression des avantages pour les métropolitains. Depuis 1951, dans le prolongement de tout ça, les parlementaires entrent dans l'arène, ils demandent, ils ont envoyé des propositions de loi pour supprimer ces avantages-là et faire un régime commun, mais la question n'est pas entendue, n'est pas encore discutée par le pouvoir central, il ne la met pas sur l'agenda politique, on ne la retrouve pas à l'Assemblée nationale non plus. Du coup, les fonctionnaires en 1953 décident, après avoir lancé des grèves d'avertissement, décident de lancer ce qui deviendra la plus grande grève des fonctionnaires de l'histoire sociale des Antilles, donc de mai 1953 à mai-juin jusqu'à juillet, une grève de 2 mois, où là ils vont enfin obtenir la suppression de ce régime d'indemnité pour les fonctionnaires métropolitains et même obtenir 5% plus sur le taux d'indemnité de cherté de vie qui va passer à 30%. Ils vont surtout montrer qu'il y a, comme je l'ai dit, un tronc commun contre le colonialisme, contre les discriminations raciales. Et ce mouvement va éduquer, sensibiliser la population à cette question de la citoyenneté pour les personnes des Antilles françaises et cette question de la pleine reconnaissance de cette citoyenneté dans le cadre français. Et donc éduquer à la sensibilité des discriminations raciales, des comportements racistes et éduquer les jeunes et tout l'espace public finalement. Donc après 1953, dès la fin de l'année, il y a des rapports des renseignements généraux qui montrent que les cadres du cartel des fonctionnaires, avec les militants communistes de la CGT en Martinique, ils commencent déjà à s'organiser, à collaborer pour lancer une grève des ouvriers agricoles en 1954, dès l'ouverture de la campagne sucrière en janvier-février. Et là, effectivement, on a une vraie prise de conscience et de confiance du milieu ouvrier après toute cette ébullition, comme j'ai dit. Et en 1954, on voit déjà un premier changement dans l'attitude des ouvriers. La grève de 54 est beaucoup plus forte et elle va aussi mobiliser d'autres ressources, donc encore les parlementaires. Et là, on aura notamment le député communiste Aimé Césaire qui va à l'Assemblée interpeller le gouvernement sur ces grèves qui se déroulent quasiment chaque année, les mouvements sociaux qui se déroulent chaque année au début de la campagne sucrière, pour un peu plus pour une amélioration et qui sont tout le temps ponctués par la répression policière. Donc il condamne cette répression policière, il demande au gouvernement est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense qui peut être la solution, et il condamne notamment beaucoup d'arrestations arbitraires et celle d'un instituteur qui est lui-même conseiller général à la Martinique, Sévère Serlan, investi dans le mouvement social, sociopolitique dans son sens le plus large, et qui montre aussi justement
cette collusion qui vient entre les fonctionnaires et même la petite élite, parce qu'un représentant politique fait quand même partie de la petite élite de la société, et comment lui-même se retrouve sur le terrain pour défendre les revendications des ouvriers. Donc c'est vraiment tout un bain. Et après le discours d'Aimé Césaire à l'Assemblée, on voit que ça pèse quand même parce que finalement le patronat va revenir sur le désaccord qu'il avait prononcé pour le salaire qui était demandé à ce moment-là, 1756 francs pour la coupe de la canne, et il va finalement accepter ce salaire-là. Donc ce sera une nouvelle victoire pour la classe ouvrière antillaise. Et ça montre surtout comment, dans un contexte où tout le monde parle d'une seule et même voix, quels que soient les groupes politiques et même, comme je disais, secteur privé, secteur public, comment c'est important pour susciter l'adhésion à la mobilisation pour l'ouvrier qui reste dans sa condition. Donc il voit lui-même que effectivement, l'action de grève amène à des résultats, et c'est là qu'on a vu qu'il y avait du changement. Et ensuite, on arrive à 1956, où là, on a carrément la grande grève de 1956 qui se fait toujours en Martinique, parce que comme je l'ai dit, le mouvement était cassé en Guadeloupe. Mais on voit le soutien dans la presse guadeloupéenne. Donc, j'ai dit Justice tout à l'heure, c'est le journal des militants de la Martinique. En Guadeloupe, on a l'Étincelle. Et on a Nicolas Ludger, qui est le secrétaire général de l'UDCGT, donc qui chapeaute un peu tout ça avec tous les cadres de la CGT. Et ils sont conscients du coup qui a été porté quand même à la mobilisation guadeloupéenne. Ils essayent quand même de relever le challenge. Et en voyant qu'ils n'ont pas réussi quand même à mobiliser les ouvriers agricoles en 1956, il y a un petit article que j'aime bien où ils disent les ouvriers martiniquais vont reprendre le combat pour nous, mais ça montre vraiment la solidarité et comment tout le monde est engagé, tout le monde est impliqué. Plus on t'écoute, plus on a l'impression qu'il y avait une solidarité qui n'existe plus aujourd'hui. Mais vu que tout le monde avait son intérêt, tu vois, on a l'impression que tout le monde était vraiment soudé à l'époque. C'est ça. Moi, c'est ce que je retiens historiquement, c'est que c'est le seul moment que je vois comme ça dans l'histoire récente où il y avait vraiment une unité, une solidarité pour tenter de casser cette réalité visible d'inégalité socio-raciale, mais partant d'une politique, d'une culture politique qu'on voulait éradiquer, qu'on voulait supprimer. Donc oui, c'est ce que je retiens essentiellement. Et en 1956, ben, du coup, la grève martiniquaise va être au sommet. Dès le lancement de l'ordre de grève le 6 mars 1956, la majorité des centres de production sont à l'arrêt. Il y a vraiment une réponse favorable. Et puis, l'objectif de cette grève-là, c'était d'obtenir la première convention collective dans l'agriculture dans ces départements, toujours selon selon la législation métropolitaine, ce à quoi elle donnait droit. Et ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir en août 1956. Et dans cette collaboration, les ouvriers guadeloupéens vont obtenir leur convention aussi en novembre 1956. Et voilà, c'est un mouvement qui se déroule sur plusieurs années avec des rebondissements. On rajoute une petite couche à chaque fois. Et c'est un mouvement qui va quand même s'étouffer à partir de 1957. Premièrement parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y avait la possibilité de parler d'une seule et même voix pendant un bon moment. Et en fait, en 1957, Aimé Césaire, qui est un des piliers des figures politiques du moment, il démissionne du Parti communiste et crée son propre parti, le Parti progressiste martiniquais. Et ça, en fait, ça va un peu, selon moi, déstructurer un peu les ressources telles qu'elles étaient organisées. C'est un des éléments. Un autre élément, c'est aussi que ce mouvement, il a fait comprendre aussi finalement au gouvernement qu'il fallait faire attention aux fonctionnaires antillais qui étaient au-delà de la collusion avec de leur participation générale dans le mouvement, où ils ont non seulement soutenu les revendications ouvrières avec des motions écrites vraiment pour dire officiellement on soutient ces revendications-là, mais aussi leur soutien, c'était aussi un soutien pécunier.
puisque quand tu fais la grève, tu as ce côté financier qui est un des points cruciaux. Donc ils ont financé le soutien à la grève pour venir en soutien aux ouvriers agricoles. Donc le gouvernement a vu que c'est vrai que les fonctionnaires antillais, depuis 48, 49, 50, il y a beaucoup de surveillance à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour comprendre comment fonctionnent ces territoires et surveiller vraiment la contestation. Et là, en 57, après tout ce mouvement-là, on a le gouvernement de Jean-Gilbert June qui va décider qui va anticiper un peu, on va dire, sur cette dynamique de contestation, qui va rajouter 10% au taux d'indemnité de vie chère attribué aux fonctionnaires en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qui va donner ce fameux taux de 40% dont on parle encore aujourd'hui quand on parle des 40% des fonctionnaires. Donc ça va avec ce mouvement-là en fait. Les 40% naissent de toute cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire. Je considère que le gouvernement va trouver un peu sa paix sociale avec les fonctionnaires, avec cette mesure-là, dans le sens où il n'y aura plus une aussi grande contestation de la politique sociale de l'État dans le secteur public, dans ces territoires-là. Et effectivement, ça va accorder une certaine augmentation substantielle du pouvoir d'achat aux fonctionnaires antillais qui vont finalement permettre l'émergence d'une classe moyenne qui va permettre finalement aussi à ces territoires de connaître une reconversion économique, dans le sens où la pression sociopolitique du mouvement, comme je l'ai dit, même si ça s'étouffe en 57, ça laisse des traces. Ça éduque les jeunes, il y a un discours public, il y a une mentalité qui commence à imprégner les acteurs. Et on est aussi un moment sur le plan démographique où la jeunesse prend le pas et devient de plus en plus importante. On est dans un boom qui correspond à un accroissement démographique qui est commun à toute l'Amérique latine, toutes les Caraïbes. Et en fait, les jeunes de moins de 20 ans, à la fin des années 50, représentent quasiment la moitié de la population. D'accord. Et eux, ils ont été éduqués, comme je t'ai dit, à ce mouvement, cette sensibilité aux discriminations raciales, au racisme, au colonialisme. Et c'est cet état d'esprit qu'on va retrouver dans les émeutes qui éclatent en 1959 en Martinique. Des émeutes très violentes, très secouantes, qui vont s'attaquer en fait au symbole métropolitain, aussi aux personnes identifiées comme des personnes métropolitaines et donc dans leur idée porteuse de cette idéologie, sachant qu'il y a eu beaucoup aussi de dénonciations de faits racistes, que ce soit d'Européens qui se sont installés récemment dans ce territoire et qui avaient des comportements racistes notoires sans se cacher. Et toute cette sensibilisation-là donc, amène un peu à ces fameuses émeutes dont je parle. Et ces émeutes vont déclencher un énième, comment dire ça, ce sera un énième déclic pour l'État, sachant qu'on a aussi un changement politique où on a une nouvelle république qui se met en place à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la 5e République, qui est en place aujourd'hui. Emmanuel Macron, il est président de la 5e République, par exemple. Et cette 5e République, elle arrive avec Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui bénéficie en plus d'un certain aura dans les sociétés antillaises parce qu'il était le général de la Seconde Guerre mondiale et tous les dissidents qui sont partis. Et lui, il va avoir deux lignes. Un discours charismatique et enthousiaste vers la population, en faisant comprendre à la population que, bon, à présent, donc à partir de 1960, à présent, on a compris qu'il y a un problème, un malaise dans les territoires, on va faire ce qu'il faut, on va accélérer les investissements publics, on va accélérer la modernisation, les infrastructures. Et en même temps, en sous-main, il va cibler toutes les cellules et tous les discours de contestataires, que ce soit ceux qui commencent à parler d'autonomisme, parce qu'ils sont déçus de la loi d'assimilation, et ceux qui parlent aussi, qui commencent à parler de séparatisme et de nationalisme.
Donc, en sous-main, il va s'attaquer à tous les contestataires. Il va notamment faire l'ordonnance d'octobre 1960 qui permet de muter d'office un fonctionnaire parce qu'il est identifié comme agent de trouble à l'ordre public. Ok, dès qu'on t'aime pas, là-dessus. Exactement. D'ailleurs, qui va trouver son application en Martinique et en Guadeloupe. Ouais. Pas à une très grande échelle, mais quand même de manière quand même significative. Et donc, on a ce tournant-là dans les années 60 et en même temps, on a le secrétaire général des DOM, André Trémaud, qui, depuis 1957, a analysé ce malaise sociopolitique dans ces territoires-là. Et après les émeutes de 1959 en 1960, il s'implique personnellement dans une stratégie de rapprochement du salaire minimum dans les Antilles avec le salaire minimum en métropole. Okay. Et en fait, cette stratégie-là qui va s'accélérer à partir de 1962 va signer elle-même un autre déclic pour l'élite économique qui va se rendre compte que tout le socle de l'économie sucrière, telle qu'elle s'était construite depuis l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire attribuer les salaires les plus bas possibles aux ouvriers et tenter d'ajuster chaque contre-coup économique, chaque bouleversement mondial ou chaque crise comme la crise de 1929 sur les salaires, ils vont comprendre que en indexant le salaire des ouvriers antillais sur celui de la métropole, ce ne sera plus possible. Donc, ils vont progressivement en Guadeloupe se désengager de cette économie sucrière et commencer à appuyer une stratégie de désinvestissement qui va les faire sortir de l'économie coloniale, de l'économie de plantation. Ça, c'est pour ce qui se passe en Guadeloupe. Mais en Martinique, on a les béquilles qui sont attachés à la terre, qui sont attachés à leurs moyens de domaine de production depuis un bon moment. Et donc, eux, ils vont davantage chercher à reconvertir l'économie et à ce moment, commencer à développer le secteur tertiaire, la distribution de biens et services qui pourra s'appuyer sur ces 40% des fonctionnaires et créer finalement une sorte de nouvelle organisation économique et sociale dans laquelle on vit aujourd'hui avec une classe moyenne essentiellement portée par ces fonctionnaires, mais pas que, mais essentiellement portée par les fonctionnaires et qui est un peu l'équilibre de la restructuration des nouvelles activités avec en même temps des investissements publics qui injectent beaucoup de financement dans les territoires, mais en même temps toujours une fracture finalement entre cette classe moyenne et une classe ouvrière qui ne bénéficie pas d'indemnités de cherté de vie et qui finalement se retrouve en tant que population plus défavorisée dans ces territoires. Donc voilà un petit peu ce mouvement sociopolitique des années 1950, son prolongement jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est fou parce que vous avez vu d'où on sort un petit peu, le nombre d'années qu'il a fallu pour mettre en place tout ça, ça se compte en dizaines d'années. On a souvent, tu vois, des brides de nos histoires, genre le massacre de la Saint-Valentin. Ça, j'avais pas tout compris à fond. Grâce à toi, je t'ai écouté. Mais on a tous écouté comme si on était à l'école. On n'écoutait même pas nos profs comme ça. Tu nous as tout expliqué. Aujourd'hui, on comprend mieux dans quoi on vit actuellement. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Et quand on vous dit qu'il faut savoir d'où on sort pour savoir où est-ce qu'on va, eh ben Maël, il est là pour ça. En tout cas, merci. Ça va tourner en boucle. Encore une fois, les gars, regardez le best-of parce que cette émission, elle va tourner le samedi, le dimanche et le mercredi. Franchement, merci de nous avoir expliqué tout ça. Je pense qu'on voit un petit peu plus clair. Ça fait du bien. Mais justement, si on veut te poser des questions, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais effectivement, les jeunes, tu l'as dit très bien, ça m'a fait sourire. Les jeunes actuellement, là, ils sont chauds. Ils sont remontés, ils veulent savoir leur histoire, ils veulent communiquer, ils veulent agir. Donc, s'ils veulent te contacter, surtout que maintenant il est à London, et donc je pense bien entendu à toutes celles et ceux qui sont à Paris, Londres et compagnie, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as LinkedIn? Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as tout ça? De toute façon, tu connais la chanson, ça va s'afficher, juste essayer. Donc effectivement, déjà pour la transmission, c'est ce que je fais, comme tu sais, avec Rouge Jaune Vert, l'application AJVert. Donc c'est ce que j'essaie de donner, expliquer des petites choses comme ça. Donc on trouve toutes les informations sur le site. Et puis personnellement, je suis très accessible sur LinkedIn. Donc Dr Maël Avenir, effectivement, il y a des gens qui viennent me toucher dessus pour des collaborations, discuter de certains projets. Et puis on peut me toucher aussi sur WhatsApp au 06 90 94 06 09. Pareil pour discuter de certains projets, certaines collaborations. C'est toujours un plaisir.
Et puis on essaie d'avancer. Au top. Toutes celles et ceux qui font des trucs sur le net et compagnie, n'hésitez pas pour la page historique. Maël est là pour vous. En plus, c'est bien expliqué. Regardez le replay encore une fois. Il est venu avec des coupures de presse et avec l'étincelle. C'est pas des cracks qui vous racontent. Hein. Tout était. Il est venu avec de quoi argumenter son discours. Le truc qui était propre, des graphiques et compagnie. Revoyez l'émission, faites-la tourner et surtout envoyez des messages à Maël. Honnêtement, pour son travail, c'est un très très gros travail. On te remercie pour ça. Continue ton aventure à Londres. Et puis tu connais déjà, dès que tu retournes en Guadeloupe, tu repasses pour voir. Je suis et puis on en parle. C'est toujours connecté avec le pays. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Oui. Honnêtement, j'apprends énormément de choses avec toi. Je me demande ce que je savais avant. C'est fou. Merci à toi. Merci et puis on reste connecté. Longue vie à toi. Nous, on se retrouve bien entendu avec de nouveaux invités demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui me passe ce petit pull parce qu'il commence à faire froid à Saint-Claude. Et pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran et demander Nathalie. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, 7 sur la box SFR Éclair TV. À demain.